à propos de cette question, je pense que le roman qui est le plus révélateur de la région marquée par l'histoire, c'est Matin de cendre. Bon, où j'ai tenté en effet de confronter, je dirais, la question du massacre du village de Oradour-sur-Glane et la résurgence du nazisme en Europe aujourd'hui. Et citation de Matin de cendre. Il prit un car qui le déposa à Oradour. Lorsqu'il pénétra dans le village martyr, il fut sidéré. Il revit le visage des tueurs assis au premier rang du tribunal de Bordeaux. Leur regard morne, le nœud de leur cravate bien mis, leur attitude à la fois désinvolte et obséquieuse. René était resté debout, sans bouger, dans la rue principale. Il entendait la voix des témoins, entre guillemets, qui, par miracle, avaient survécu. Là, dans le silence des ruines, il leva la tête et vit un ciel immense et immaculé. Il réalisa alors l'horreur. Autre point, dans le Limousin, c'est le rapport d'une région de la campagne à la ville. Moi, ce qui me frappe pour la ville de Limoges, je les connais, mais moins, Guéret, Tulle, Brive. Ce qui me surprend toujours, et que cette photo illustre très bien, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre la ville et la campagne. La campagne rentre dans la ville. Et ça, je crois que c'est une particularité, et quand j'écris, c'est quelque chose qui me frappe, quand j'écris des scènes, effectivement, cet étrange rapport spatial, en tout cas, entre la ville et la campagne. Limoges, donc. Et je vais citer à nouveau Laurine Lavieille. Limoges est omniprésente dans la série Meurtre en Limousin. L'auteur l'a décrit avec un réalisme quasi photographique. Elle est devenue, au fil des romans, un personnage que l'on aime retrouver et dont on découvre certains aspects géographiques et historiques selon les enquêtes et les promenades du héros. Chaque nouvel opus met en lumière un quartier, une place ou une rue. Dans La morsure du silence, ce sont la salle de concert de John Lennon et le quartier de la Fontpinault. Dans Rendez-vous avec le tueur, c'est le quartier de la Brégère et ses maisons en moellon. Les habitudes de Dumontel nous font également revenir rue Haute-Vienne, à l'Hydropathe, à la gare, dans la brasserie Carnot ou à l'hôtel de police, son lieu de travail. De plus, le héros habite rue du Général Leclerc, dans un quartier plutôt populaire, et vit au cœur de la cité. La campagne, qui n'est jamais loin, s'imbrique littéralement dans la capitale limousine. La série s'inscrit donc à la fois dans la tradition classique du polar noir urbain et celle plus récente d'un polar plus rural. Fin de citation. Autre point, la façon dont je traite ce personnage, le Limousin, dans ma série policière, et j'ai rappelé, en a parlé dans son introduction, c'est une région victime de mépris et de sarcasme des élites parisiennes. Toujours, bien entendu. Vous savez qu'aujourd'hui encore, hein, dans n'importe quel film français, et s'il y a un personnage qui doit... c'est ça, partir dans le trou du cul de la France, c'est Limoges ou Châteauroux, à tous les coups. À tous les coups. Alors on ne va pas parler du verbe limoger, mais on ressent ça, et ça fait partie de notre identité. Une citation, je ne me rappelle plus lequel de mes romans. Non, en province, en Limousin, on n'utilise plus le Minitel. On fait le tri sélectif. On a des FNAC, des trolley qui sont plus performants que le RER B. On ne vit pas au milieu des fougères. Et on n'habite pas avec nos bêtes comme au salon de l'agriculture. Fin de citation. Une région marquée, autre point, par des conflits sociaux. Bien sûr, 1905, les événements, Nicolas Bouchard en parle, d'autres auteurs aussi, mais je reste dans le domaine du polar. Et vous avez, on va dire en avant-première, la magnifique couverture de mon prochain polar qui va sortir dans un mois, Yellow Cake. Et là, j'aborde la question des luttes très importantes des mineurs à l'époque, les grèves générales, la Nationale 20 qui a été coupée, 2 mois de grève générale, etc. Mais aussi des luttes des militants écologistes
Et voilà, dans ce prochain roman, je m'inspire de ces luttes, notamment. Pas seulement, c'est évidemment un polar, mais voilà. Donc, une région marquée par des conflits sociaux très importants. Donc, pour répondre à une des questions que je posais en introduction, oui, une identité régionale très forte. Et dans mes romans, j'assume vraiment un discours sur la région. Réalisme, didactisme. Il faut faire attention aux dérives. Oui. La cinquième victime, je vous le dis tranquillement, mais j'ai discuté avec une lectrice. Elle m'a dit oui, ce bouquin m'a bien plu, mais ça fait un peu trop guide touristique. J'ai été fair-play, hein, mais j'ai trouvé que c'était peut-être pas faux. Donc voilà, on essaye de progresser ensuite, mais voilà, attention aux dérives, attention au didactisme aussi d'une certaine façon, parce qu'on est dans le roman. Pour terminer, qui lit le polar limousin? Les Limousins, d'abord. Et je dois reconnaître que je témoigne, puisque je discute beaucoup avec les lecteurs, une vraie jubilation de leur part de redécouvrir la région ou la ville sous un autre angle, dans une ambiance polar. Certains lecteurs me disent, vous savez, quand on passe dans tel quartier, dans telle rue, on regarde si on ne voit pas du Montel. Mais je pense qu'ils sont sérieux. Une anecdote, lorsque l'Hydropathe était encore ouvert, ce bar à vin de la rue Haute-Vienne, et c'est une anecdote vraie, il y a une lectrice qui est rentrée et qui a été voir David Schmitt, qui était le patron de l'Hydropathe, pour lui demander si l'inspecteur du Montel viendrait aujourd'hui. Elle ne plaisantait pas. Alors les Limousins, oui, une véritable jubilation de redécouvrir la région sous un autre angle, à tel point, et là c'est une information que je vous donne et je suis très, très heureux, c'est qu'avec l'Office du tourisme, à partir de l'été 2016, il va y avoir, très probablement, en tout cas c'est en train d'être travaillé, vous savez, dans le magnifique programme de promenade et de balade au travers de Limoges, il va y avoir un parcours du Montel. Voilà, je suis très heureux. Il paraît qu'à la fin du parcours, on pourra rencontrer l'inspecteur du Montel lui-même. Je ne peux pas vous le promettre. Les autres lecteurs aussi. Moi, j'ai vu que je fais des salons, beaucoup de salons en dehors du Limousin. J'ai des lecteurs de la France entière, hein, Lille, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Et moi, quand je fais des salons, que je fais des dédicaces, je donne toujours mon mail et je dis aux lecteurs, si vous voulez m'écrire, je vous répondrai, je voudrais avoir vos remarques, tout ça. Et je dois dire que beaucoup de lecteurs me disent qu'ils ne connaissent pas Limoges, ils ne connaissent pas notre région, et qu'après la lecture des romans, ils ont envie de venir découvrir notre région. Donc ce n'est pas un handicap de ne pas connaître la région en lisant ces romans. En conclusion, je dirais oui, donc la région, la ville de Limoges sont des personnages à part entière. Deuxième conclusion, oui, il y a une identité très forte de ce personnage qu'est le Limousin. Alors la région et la ville jouent-elles un rôle dramatique particulier? Je dirais oui et non. C'est vrai que la ruralité, l'isolement, la solitude peuvent être glauques, mais c'est quand même atténué par la réalité. La région n'est pas criminogène. Une dérive à éviter, l'enclavement. Je crois que tous les auteurs, à la fois de polar ou autres, qui donc se revendiquent romanciers, du roman régional ou régionaliste, je crois qu'il faut faire attention de ne pas rester enclavé, de ne pas rester inséré. Je pense que le roman a une vocation à déboucher sur l'universel, et donc attention. Et je dirais que c'est aussi tout l'enjeu de la question de l'identité régionale. Oui, défendre le Limousin, défendre l'identité régionale, oui, en effet. Mais je pense que attention de ne pas rester enclavé. Pour terminer, je vais donner la parole
si j'arrive à m'en sortir avec ça. À Jean-Guy Soumy. Alors, faut que... Voilà, ça c'est la dernière diapo. Échappe. Ah oui, la bulle technicien échappe. On écoute Jean-Guy Soumy. La spécificité vraiment du Limousin, c'est la densité des auteurs de premier plan, qui vivent dans cette région, qui s'en inspirent ou qui vivent à Paris, mais qui reviennent dans leur inspiration ou même physiquement ici pour écrire. Je crois que c'est ce nombre d'écrivains qui est vraiment signifiant et je pense que le Limousin en ce sens est unique. Pas de doute, pour l'écrivain Jean-Guy Soumy, il existe depuis toujours une histoire d'amour entre le Limousin, les artistes et les écrivains. Quand on les entend, ces personnes, parler du Limousin, on est au fond flatté peut-être du regard qu'ils portent sur notre région. Ils parlent, et cela revient continuellement, de la beauté des paysages. Ça, c'est quelque chose qui les frappe. Ces gens qui ont énormément voyagé par ailleurs. Ils parlent également de cette paix favorable à la concentration. Ils évoquent au fond l'idée que bien, le Limousin, c'est une forme d'anti-Saint-Tropez. Jean-Guy Soumy, mais aussi Jouandeau, Georges Sand, Tillinac, Péramore, Chandernagor, Michelet, Millet ou Bergogneau, sans oublier les cinéastes comme Miller ou Chabrol, ou de nombreux peintres. Tous ont trouvé en Limousin un environnement propice à la création. Les auteurs, enfin en tout cas c'est vrai pour moi, aiment les marges, les marches, ce que j'appelle les grèves. C'est-à-dire que écrire, c'est être dans une zone intermédiaire entre une réalité perceptible par tout le monde et une transposition, quelque chose d'immatériel, d'un peu d'irréel. Et je pense que sur le plan géographique comme sur le plan symbolique, le Limousin est en quelque sorte cette grève vers laquelle vont de si nombreux créateurs. Mais pour les écrivains, le Limousin n'est pas seulement un décor propre à l'inspiration, c'est aussi un acteur des œuvres littéraires. C'est un petit peu comme si cette région avait été le conservatoire mémoriel, une mémoire totalement transposée, mais une mémoire romanesque, mais comme s'il y avait un rôle particulier du Limousin, du fait de son éloignement, si j'ose dire, des frontières, qu'elles soient océanes ou terrestres, et qui avait fait du Limousin quelque chose dans la mémoire collective du pays. Pour Jean-Guy Soumy, l'identité locale est un outil pour appréhender la modernité, un patrimoine construit en partie par les artistes et les écrivains limousins. Je crois que dans notre histoire limousine, il y a quelque chose qui devrait nous donner des clés pour comprendre l'avenir, que ce soit les chauffeurs de taxi ou les bougnats corésiens ou les maçons creusois et du nord de la Haute-Vienne et tous ces hommes et ces femmes qui sont partis en fait pour s'inventer, poussés par la misère. Eh bien, il y a peut-être à apprendre pour comprendre au fond ce monde qui nous fait face et sur lequel on est incapable de se projeter facilement. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions et je pense qu'il y a peut-être, avant la séance de dédicace, un petit temps pour des interventions. Plus des interventions que des questions. Voilà, alors, des points de vue, oui. Moi, je commencerai en disant que vraiment, je vous répondrai de ne pas être trop inquiet. Bon, alors moi-même, j'ai envie de découvrir cette littérature. Je crois que là, je vais, si la librairie Page et Plume, là, je vais commencer par le premier, la cinquième victime. Ne soyez pas trop inquiets. Je pense que identité régionale et dimension universelle ne sont pas forcément incompatibles. En tout cas, on a bien noté que vous revendiquez la dimension populaire et sociale et réaliste de votre polar limousin. Et en vous écoutant, et je trouve que c'était, enfin, en écoutant cet exposé très précis, très bien construit, moi, ce qui m'a le plus captivé, c'est de comprendre, dans le fond,
pourquoi, et à travers vous, votre exposé, et vos livres certainement que je vais découvrir, on comprend mieux pourquoi l'homme trouve ses racines essentielles, alors peut-être à son identité, en tout cas à son équilibre, à travers une géographie, un espace géographique et aussi une histoire. Notre psychisme est vraiment lié intimement, et je suis bien d'accord avec vous, à la géographie que nous occupons et à nos héritages. En tout cas, c'est ce que vous avez démontré. Alors, qui veut prendre la parole, intervenir, réagir? Tout simplement, Elisabeth. C'est vrai, oui. Je vous le confirme. Yves, tu connais bien. Donc tu le retrouves. Non. Pierre. Allez. Je sais pas si c'est le débat. C'est intéressant. Bon, je vais répondre à cette question. Je ne vais pas fuir, mais dans le premier tome, la 5e victime, de toute façon, bon, cette question de l'influence, enfin de l'auteur, de l'influence sur ses personnages, bon, enfin, je pense qu'il y a des spécialistes de littérature. Je pense que, bien entendu, quand on écrit 3 mots, je pense qu'on parle de nous-mêmes, on parle de notre vie. Quiconque écrit parle de sa vie, même si c'est un écrit, un documentaire, etc. Moi, j'en suis convaincu. Donc, oui, au travers des romans, je ne parle pas que seulement de ma vie, de la vie des autres, de la vie de mes contemporains, de la vie du Limousin, de la vie de Limoges. Je parle de nous, des hommes et des femmes dans la société d'aujourd'hui. Alors, dans le premier tome, la 5e victime, c'est vrai que j'ai appuyé un peu fort sur le côté autobiographique. Bon, c'est vrai que le personnage de l'inspecteur Dumontel se superposait, pas trait pour trait, mais sur l'auteur, et assez vite, le personnage échappe à l'auteur. Dumontel est devenu autonome. Je ne peux plus lui faire dire n'importe quoi. Voilà, et il a des pensées qui ne sont pas forcément les miennes, qui sont plus les miennes. Et c'est un vrai personnage qui est en dehors de moi-même, qui n'est plus moi-même. À tel point, et je reprends Henning Mankell, Henning Mankell a terminé sa série donc avec L'homme inquiet. Et donc, comment faire disparaître, comment arrêter une série? C'est une vraie question, parce qu'à un certain moment, on l'arrête. Il y a, comme Ian Rankin, il fait mourir son personnage, mais Mankell fait devenir son personnage, Kurt Wallander, atteint de la maladie d'Alzheimer, ce qui est terrible. C'est un magnifique livre, L'homme inquiet. Bon, moi, pour l'instant, mon inspecteur Dumontel va à peu près bien. Va à peu près bien. Ah bah, je sais pas. En tout cas, Mankell dans une interview, nous disait j'ai cessé, j'ai eu envie d'arrêter la série lorsque je ne supportais plus mon personnage. Il est arrivé à le détester. Donc vous voyez, si au début il peut y avoir superposition entre personnage et auteur, ensuite cette évolution. Oui. Voilà, donc vous avez votre réponse. Oui. Bonjour. Oui, moi il y a une question que je me pose parce que bon, on se connaît puisqu'on a été à l'école ensemble. Tu m'avais rendu un Solex, enfin bon.
Donc, mais on est Il extrêmement... marche toujours. Non, non. Mais on a suivi à peu près le même parcours aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même très, très différents. Je veux dire, j'ai lu beaucoup du Montel. Hein. Bon, quand tu parles d'écriture un peu didactique, c'est un peu le défaut que je trouverais, effectivement, mais peu importe. C'est tout à fait captivant, on s'identifie, on voit. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi les gens de notre génération, à travers de telles différences, on aime autant passionnément cette ville. Voilà, c'est la question. Parce que ça, c'est vraiment un point commun et c'est ce qui touche dans ces livres. Donc voilà. Moi, je c'est la question que je pose. Qui veut répondre à cette question? C'est une question intéressante aussi. En tout cas, pour revenir à mes romans, je pense que mon personnage, s'il aime beaucoup Limoges, c'est parce que Limoges, c'est une ville qui est un peu comme lui. C'est une ville cabossée. C'est une ville qui a souffert, c'est une ville qui a des plaies, c'est une ville qui résiste. Et donc il y a un parallèle entre la psychologie de mon personnage et la perception que moi j'ai de la ville de Limoges. Voilà. Et c'est une ville qui ne ressemble à aucune autre. Oui. Et Pierre? Pierre? Merci. Moi, je voudrais répondre à monsieur. J'ai offert Matin de cendre à un vieux vigneron alsacien. Ce vigneron alsacien, que Franck connaît peut-être, m'avait dit un jour, moi je crois que je viendrai jamais à Limoges, à cause de ratour. Je lui ai offert Matin de cendre et quelque temps après il m'a dit, j'ai vu un autre Limousin. J'ai compris ce qui pouvait se passer à Limoges, dans le Limousin, après le drame que vous avez vécu. Alors que, en Alsace, on avait tendance à mettre en avant le drame qu'avaient connu les malgré nous, enrôlés souvent de force dans l'armée allemande. Et j'ajoute que ce vigneron alsacien avait eu un frère aîné qui était mort à Stalingrad, enrôlé de force. Donc, je crois qu'avec cette anecdote, on peut montrer comment un simple roman dit régional dépasse aussi le cadre de la région. Il devient, par la portée qu'il apporte, qu'il donne à celui qui le lit, quelque chose qui dépasse le cadre régional. Et le lecteur, à un moment donné, ne sait plus, peu importe qu'il soit de Limoges, du Limousin, de Brive, de Tulle d'ailleurs, ou de Strasbourg, ou de Colmar, ou de Paris, il est exactement dans la situation où se trouve un lecteur du Limousin qui va lire un roman de Iso. Moi, je ne suis pas marseillais, mais je prends beaucoup de plaisir, alors que je ne connais pas Marseille, à lire les romans de Iso. Pourquoi un auteur hors Limousin ne prendrait-il pas du plaisir à lire un roman dit régional? Ce qui est important ici, c'est ce que perçoit le lecteur à travers ce personnage qui est du Montel et à travers aussi les paysages qui sont sa pensée, qui font partie de son être. Je crois que, je ne sais plus trop qui a dit, un paysage est un état d'âme. Quand Franck Linol décrit le Limousin, ce n'est pas simplement de son état d'âme qu'il parle, il parle aussi de l'état d'âme de son personnage, et c'est dans ces états d'âme que des gens peuvent se reconnaître, même s'ils ne sont pas Limousins. Voilà ce que je voulais simplement dire. Merci. Oui, Yves. Oui, Maurice. Super. Merci. Oui, Franck, je suis très intéressé
par ce que je viens d'entendre et par la conclusion aussi que tu as laissée à Jean-Guy Soumy, qui est un vieil ami maintenant, qui est un vrai Limousin, qui est un vrai écrivain, qui est un vrai chercheur aussi, et qui a eu des propos qui m'ont un peu surpris, parce que je ne le connaissais pas sous cet aspect et dans cette, je dirais, sentimentalité. Ça m'a fait plaisir. Mais deux autres remarques. Actuellement, il y a un engouement pour tes ouvrages, et il y a un engouement aussi pour tout ce qui a été fait sur ce que l'on a maintenant l'habitude d'appeler les affaires criminelles. Affaires criminelles du Limousin, affaires criminelles des autres régions. Est-ce que, d'après toi, il y a une concordance? Est-ce qu'il y a une coïncidence? Est-ce qu'il y a une complémentarité entre ces deux envies de lire sur ce qui est à la fois une histoire et une tradition? Et ma dernière remarque, qui est aussi suivie d'une question, tu as évoqué, mais d'une manière un peu rapide, le fait des changements géographiques, administratifs et régionaux. Est-ce que le fait que notre Limousin soit maintenant associé, marié, pacsé, je ne sais pas, avec une autre région qui n'est pas complètement étrangère, mais qui est malgré tout différente, est-ce que ça va te conduire à faire migrer du Monteil vers le Bordelais, par exemple? Je vais répondre à cette question, mais tu vois, mon éditeur y a déjà pensé, figure-toi. Et il m'a dit, écoute, voilà, on attend un Dumontel qui se passerait vers Bayonne, le Pays Basque, etc. Alors, bon, et il s'avère que, bon, j'y réfléchis, mais je ne connais pas du tout cette région, et donc ça serait un peu contradictoire que d'écrire un roman à la façon dont je le conçois, sans très bien connaître la région. Alors, il faudrait que j'aille m'installer 6 mois là-bas, pourquoi pas. En tout cas, oui, vous savez que l'adjoint de Dumontel, qui s'appelle Danny Marval, qui est un jeune flic, et il adore aller surfer. Et dès qu'il peut, il va surfer. Donc, j'ai des idées, oui, effectivement. Ça, c'est la première question. La deuxième remarque, c'est en effet, tu pointes... ta remarque est très juste, c'est-à-dire que le polar aujourd'hui est un genre littéraire en pleine dynamique commerciale. Chaque année, les chiffres de vente augmentent. Vous n'avez qu'à rentrer dans n'importe quelle librairie, le rayon polar, c'est démentiel, quoi. Bon. Et l'offre est énorme concernant le roman policier. Donc la question, c'est pourquoi cet engouement de la part des lecteurs, y compris ce que tu disais, les affaires criminelles et tout ça. 2 ou 3 explications. J'ai lu récemment un article d'un psychanalyste qui essayait de répondre à cette question précisément. D'abord, le premier argument, c'est que je crois que nous sommes très attachés tous, les adultes, aux émotions que nous avons vécues pendant notre enfance. Et notre génération, mais aussi les jeunes générations, bon, pour nous endormir, on nous raconte des histoires, on nous lit des contes. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'était pas les nouveaux auteurs jeunesse, c'était bien Barbe Bleue, Le Petit Chaperon Rouge, etc. C'était ma grand-mère qui me racontait ça. Je dois dire que je me suis rendu compte plus tard que Le Petit Chaperon Rouge ou Barbe Bleue, c'était des thrillers. Je ne sais pas comment on peut faire pour s'endormir. On ouvre les ventres, on coupe des têtes, on tue des enfants. Enfin, c'est terrible. Et que ce psychanalyste disait que dans la mesure où nous sommes extrêmement fidèles aux émotions de notre enfance, plus tard adultes, on voulait tenter de retrouver ces émotions par le biais du polar et par le biais de la littérature qui traite du crime en général. Première explication. La deuxième explication, elle est plus sociologique, c'est-à-dire que je pense que vous serez d'accord que nous sommes dans une société d'images extrêmement violentes. Le journal de 20 heures, les chaînes maintenant dites d'information 24 heures sur 24, la violence est servie matin, midi et soir, mais une violence extrêmement brutale qui n'est absolument plus traitée. Et ce psychanalyste explique que nos psychologies, notre mental serait en quelque sorte adapté.
et à ce niveau de violence et en demande de plus en plus, une sorte d'addiction aux images violentes. Et moi, la troisième explication, c'est la mienne, c'est que je pense que nous sommes tous hantés, oui, par la question de la mort. C'est une question philosophique et fondamentale pour nous, les hommes et les femmes, et que dans le polar, évidemment, un polar sans cadavre, ça n'existe pas, et que dans le polar, finalement, on se rend compte que l'auteur joue avec la mort. C'est un jeu avec la mort. Et que si on aime le polar, c'est parce que d'une certaine façon, on peut approcher la mort de façon un peu ludique. On l'approche, mais c'est pas pour de vrai. Mais on l'approche quand même. D'où cette attirance très importante aujourd'hui pour les romans noirs qui sont trash, qui sont gore. Moi, j'en ai lu quelques-uns, je peux vous assurer que c'est terrible, quoi. Donc, c'est une façon d'apprivoiser la mort aussi. Voilà la troisième explication, l'intérêt pour cette littérature qui traite des crimes, etc. On peut peut-être, je ne sais pas, à moins qu'il y ait des interventions, mais on peut peut-être passer si des personnes veulent acheter des livres avec une dédicace. En tout cas, merci beaucoup. Merci.